intéressant de savoir aussi qu'est-ce que ça va donner sur son insuffisance mitrale. Et puis, Oui. probablement que ce patient-là, ses pressions pulmonaires baisseraient beaucoup aussi si on est capable de réduire son insuffisance rénale, son insuffisance mitrale. On ne peut pas savoir s'il va être un répondeur. On n'a pas de façon de le savoir, mais je pense qu'il est jeune et je pense qu'il faut lui donner sa chance. Ça, il y a 65 d'avoir une chance de répondre ou non. Quand j'ai lu un peu sur le sujet, je pense qu'on a une analyse de 5 ans de l'étude CARE, je pense que c'était l'étude de Cleveland, qui, pour la resynchronisation versus pas de resynchronisation. Puis après 5 ans, ils disent que si vous le mettez, quand c'est indiqué, si vous attendez, les patients qui vont l'avoir plus tard n'auront pas le même bénéfice que le patient qui l'a reçu. On parle ici d'indication. Si c'est indiqué que vous le mettez, le temps que vous perdez, c'est un nombre d'années de survie que vous perdez. Donc, il ne faut pas attendre trop tard avant de le mettre. Puis ça, c'est une analyse, je pense, qui a été faite très récemment, 5 ans après l'étude, le début de l'étude. Mais chez ton patient, j'imagine qu'il y a eu des échos entre un C'est an ça. et 10 ans. Il doit y avoir eu une évolution quand même. Oui. Chez ce Donc, on patient-là. aurait probablement dû le faire plus tôt. Merci. Quel serait le prochain examen pour lui? Maintenant, je vous rappelle, fraction d'injection à 15 il n'est pas bien. Est-ce que vous referiez une choro? Est-ce que vous feriez une épreuve d'effort sur tapis roulant? Est-ce que vous faites un VO2 max? Ou vous faites un dosage de BNP? OK. Donc, la majorité ferait un VO2. Il y a des gens qui feraient un BNP et puis 17 qui feraient une autre choro. Et l'autre, 3 une épreuve à l'effort. C'est sûr que je referais un cathétérisme cardiaque. Un patient hypertendu âgé qui se détériore, il y a des causes réversibles plus faciles que des autres choses qu'on va penser à partir d'ici. Fait que oui, je referais une coronarographie. Je ne me contenterai pas du tapis roulant, j'irai au VO2 max. Je pense qu'on est rendu là. Le patient se détériore. J'ai l'impression qu'on est en train de se rapprocher de la technologie qu'on va avoir de la difficulté à se payer. Donc, je vous rappelle qu'il a 56 ans maintenant. Ça fait 12 ans qu'il n'a pas eu de choro. Et puis, il est beaucoup plus malade qu'avant. Vous feriez quoi, docteur Legere? Oui, j'aurais tendance à refaire une coronarographie devant cette dégradation finalement un peu brutale, mais enfin, il y a peut-être une perte de suivi pendant un moment. Dégradation un peu brutale de la fonction VG, 56 ans, et puis effectivement, pour en profiter à ce moment-là, pour faire un bilan hémodynamique complet. Et puis par ailleurs, je ferai également une VO2 max, un dosage de BNP. Ces deux derniers examens étant probablement à refaire assez rapidement après la resynchronisation, supposant qu'il ait été resynchronisé, mais clairement, là, on se rapproche, où on est peut-être déjà dans les discussions autour de transplantation, pas transplantation, etc. Mais s'il avait une maladie sévère des trois vaisseaux, est-ce que vous l'enverriez en chirurgie cardiaque pour une revascularisation avec une fraction d'injection à 15 Et déjà, ce serait une grosse surprise. Oui, une maladie tritronculaire sévère avec une FEVG à 15%, on se donnerait les moyens quand même de rechercher une viabilité de façon à peu près fiable. Donc soit par IRM, en supposant qu'il n'ait pas encore eu de défibrillateur ou de resynchronisateur, soit par scintigraphie, soit par échographie de butamine. Et en cas de... Oui, après, ça devient compliqué. Oui. Si on pense quand même qu'il y a un résidu de viabilité significatif, qu'est-ce que c'est qu'un résidu significatif? Pouvez-vous définir, s'il vous plaît, votre... Je ne sais pas. À ce moment-là, je pense qu'on aura une discussion médico-chirurgicale pour une revascularisation, avec peut-être en backup une assistance. Mais là, ça devient des discussions compliquées. Oui, alors quand on commence à faire le nucléaire, ça veut dire qu'on veut peut-être trouver une raison pour ne pas faire la chirurgie, chez nous en tout cas, parce qu'on n'est plus sûr du risque opératoire du patient. Il y a des chances de ne pas sortir de pompe là, avec une fraction d'injection à 15 Mais si on regarde les données de viabilité, ce que ça prédit, c'est la récupération du ventricule. Ça ne nous donne aucune idée sur le risque chirurgical. Puis essentiellement, il va y avoir deux étapes. La chirurgie, il faut qu'il sorte de là, parce que s'il ne sort pas, on va avoir réglé son problème et de la mauvaise façon. Mais après ça, donc bien comprendre, oui, il y a un rôle de la viabilité, mais
c'est un élément en faveur, mais ce n'est pas un élément en défaveur pour le pronostic au long terme. C'est ça qui est le problème. Fait que, chez nous, on a la chance d'avoir un PET scan, fait qu'on l'enverrait probablement au TEP scan pour voir la viabilité. Oui, mais ceci étant dit, qu'est-ce que ça va donner de plus à mon patient que uniquement le fait, ça passe ou ça casse, puis on le tente ou on ne le tente pas. Plus ou moins, bien entendu, une procédure sur la mitrale aussi. On devrait s'adresser chirurgicalement à la mitrale avec toute la controverse sur l'approche idéale d'un patient comme celui-là. Oui, je suis globalement d'accord sur les approches qui ont été données. Moi, c'est en termes de chronologie, j'aurais pris du recul sur la resynchronisation, au moins 3 mois. Il n'y a pas d'urgence à le ponter s'il y a une maladie tritronculaire. Et puis, voir si on ne met pas dans de meilleures conditions hémodynamiques pour discuter d'une éventuelle chirurgie s'il y a une viabilité, mais pas se précipiter sur la chirurgie qui est à risque majeur, vu l'importance de la dysfonction ventriculaire. Donc, je rappelle que ce patient a maintenant un défibrillateur. Alors, l'IRM... Encore maintenant, on n'est pas capable de le faire. Alors, avec le PET scan, c'est excellent. Tu as de la chance. Mais je te rappelle, l'étude PAR 2 t'a démontré qu'il n'y a pas d'avantage à utiliser le PET par rapport à une technologie de type Thallium. C'est un bel instrument, puis on le fait, mais qu'est-ce que ça change dans ma discussion? La réponse, c'est rien du tout. Fait que c'est intéressant comme outil. Mais... L'examen est remboursé par les assurances maladie, pas en France. Ce n'est pas une indication de viabilité. Le PET? Donc, en cancer, ça sera remboursé, mais pour la cause cardiaque, ça ne sera pas remboursé. Intéressant. Chez nous, il n'y a pas de questionnement sur l'indication. Tu pourrais l'envoyer là pour un genou, puis ça serait correct. Commentaire, non? Donc, votre patient est en évaluation pour la possibilité d'une greffe cardiaque. On fait un VO2 max, puis c'est à 9 ml par kilo par minute, donc c'est très bas. Notez qu'en bas de 15, c'est dans la zone greffe. Les coronaires sont toujours belles. Il a un cathétérisme droit et sa PAP est à 50/28 avec un wedge à 24 et son débit cardiaque est très bas avec un index cardiac index à 1,6, donc en bas de 2, c'est assez très bas. Par contre, il a une belle PVR, résistance pulmonaire à 2 Woods, c'est en bas de 4, donc c'est pas une contre-indication pour la greffe. Je vous rappelle aussi qu'il a un poids moyen de 85 kg qui le place malheureusement dans la moyenne, donc en compétition avec beaucoup d'individus qui attendent pour une greffe, et il est de groupe O en plus. Et le reste des investigations pour la greffe est sans particularité. Compte tenu des données actuelles, sera-t-il un bon candidat pour la greffe? 1, oui, 2, non, 3, peut-être, et 4, pas d'opinion. Il a 56 ans. Donc, c'est oui pour la plupart, et un quart disent que c'est... je sais pas c'est quoi. Peut-être. Vous, dans votre centre? Oui, clairement, ça, il semble être un bon candidat. Alors, encore une fois, la réserve, c'est le délai. Est-ce qu'on ne se précipite pas un petit peu là sur l'idée de la transplantation? Il n'a pas encore été resynchronisé. Peut-être qu'effectivement, on aurait pu attendre, le réadapter, faire un certain nombre de choses comme ça. Mais bon, ça, indépendamment de cette discussion-là, sur les données que vous nous présentez, clairement, c'est un bon candidat. Pas de comorbidité, pas d'énutrie de façon évidente, pas d'augmentation des résistances pulmonaires, et puis des critères de gravité présents à l'évidence. Donc, un bon candidat. Moi aussi, je suis entièrement d'accord. C'est vrai qu'on est sans doute un peu tôt. Il a une hypertension artérielle pulmonaire néanmoins, qui n'est pas négligeable. C'est un critère qu'il faudra prendre en compte pendant l'anesthésie, puisqu'il y a un risque de défaillance cardiaque droite péropératoire. Et voilà, il faudra que les anesthésistes soient vigilants au moment de la transplantation, compte tenu d'une surcharge possible au moment où il va arriver. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous seriez partisan d'ajouter du sildenafil chez ce patient? Alors, ces patients-là, quand on les a en évaluation pré-transplantation, on voit la réversibilité de l'hypertension artérielle. Là, on aurait fait un test hémodynamique avec une perfusion de... On aurait fait baisser la pression capillaire qui était à 24, la wedge pressure était à 24. On l'aurait mis avec des résistances systémiques autour de 1000 DIN, éventuellement avec des vasodilatateurs, éventuellement avec de l'énoxymone ou de la milrinone, de façon à faire baisser les pressions pulmonaires, montrer que c'était disproportionné mais bien réversible. Et si ça n'avait pas été le cas, si ça avait été difficile, si ça avait pris 24-48 heures pour le faire, on aurait mis ce patient sous sildenafil, effectivement.
Alors on les réévalue quelques mois après, souvent ça permet de baisser et de gagner en réversibilité, en niveau de pression. Je crois que vu la sévérité de l'IM, à mon avis, c'est illusoire d'espérer diminuer la PAP. Et, pour ma part, pour ce patient-là, je laisserai tranquille, je ne mettrai pas sous sildenafil. Pas suffisamment d'évidence, je suis d'accord. Oui. Ben, en tout cas, je pense qu'il n'y a pas d'urgence en tant que tel à lister ce patient, sauf qu'il est très malade. Vous regardez son VO2, puis il est dans la moyenne en termes de poids et son groupe sanguin n'est pas très favorable pour avoir un cœur demain. Donc, je pense que on dirait une attente à peu près de 3 ans là, pour ce genre de patient-là. Donc, je pense que si je le mettais sur la liste, moi, je le mettrais. Je le listerai parce que je soupçonne qu'il va attendre très longtemps. Et puis, s'il se détériore encore plus, ben, il va rentrer à l'hôpital, alors son statut sera upgradé. Alors, oui, je comprends qu'il n'y a pas d'urgence. Il n'a pas été traité adéquatement, mais c'est le genre de patient qu'on sait qu'il ne s'en va pas dans d'autres directions. Là. Il va juste probablement se détériorer. Si le diabète se rajoute à ce tableau, la greffe serait-elle contre-indiquée? Il a 56 ans, maintenant il est diabétique. Oui, non, peut-être, je ne sais pas. Non. OK, donc la plupart, il y a un groupe qui ne sait pas, mais la plupart diraient que ce n'est pas contre-indiqué. Est-ce que vous greffez tous les diabétiques? Est-ce qu'il y a un âge? Alors, pour les indications de greffe,